Le général Silas Graves était un homme qui ne croyait pas aux fantômes. Il croyait au calibre, aux coordonnées et aux dommages collatéraux. Il était le point de fer du Pentagone, un homme qui avait tenu tête à des seigneurs de guerre et qui s'était sorti indemne d'accidents des hélicoptères. Mais lorsqu'un éclat d'obus a menacé de lui sectionner la colonne vertébrale, il n'a exigé qu'une seule chose, le meilleur chirurgien que les États-Unis pouvaient lui offrir. Il s'attendait d'avoir un vétéran aux cheveux roses. Il s'attendait d'avoir un homme. Mais lorsque les portes de la salle d'opération se sont ouvertes dans un sifflement, le cœur du général s'est arrêté de battre. Ce n'était pas seulement un médecin qui marchait vers lui. C'était la femme qu'il avait laissée pour morte dans la poussière de Kandahar il y a 15 ans, et elle tenait un scalpel. La douleur n'était pas une sensation. C'était un bruit, un cri aigu qui résonnait à la base du cou du général Silas Graves. Cela faisait 3 mois qu'il était là, rappelant un morceau de métal dentelé de l'ère soviétique logé à quelques millimètres de sa moelle épinière, souvenir d'une opération secrète qui n'avait officiellement jamais eu lieu. Silas était assis sur le bord de la table d'examen du St. Matthew's Private Medical Center à Washington. La posture rigide, il avait 55 ans, sculptée dans le granit et les cicatrices. Il portait son armure civile semblable à un costume, mais ses yeux d'acier, gris et dépourvus de patience, scrutaient la pièce comme un prédateur à la recherche d'une faiblesse. En face de lui, l'administrateur de l'hôpital, le Dr. Arthur Sterling, transpirait à travers sa chemise amidonnée. Sterling était un homme compétent, un bureaucrate de la médecine, mais en présence d'un général 4 étoiles qui commandait le commandement des opérations spéciales conjointes, il ressemblait à un écolier pris en flagrant délit de tricherie. « Général, je dois insister. » Sterling bégaya, ajustant ses lunettes. Le Dr. Bannister est le chef du service de neurochirurgie. Il a publié 12 articles sur la microrésection de la colonne vertébrale. Il estime « Je me fiche qu'il ait inventé la colonne vertébrale. » Silas l'interrompit. Sa voix était grave, comme un char d'assaut tournant au ralenti dans un garage. J'ai consulté le dossier de Bannister. Il a les mains qui tremblent quand la pression monte. J'ai vu le rapport sur l'opération du sénateur Holloway. Il a entaillé la dure mère, mais il l'a entaillée. Sterling pâlit. Ce rapport était confidentiel. Général, ce sont des informations confidentielles. Je suis Arthur, le privilégié. Silas s'est levé. Le mouvement a provoqué une douleur fulgurante dans son bras gauche, mais son visage est resté impassible. J'ai un morceau de métal qui migre vers ma vertèbre C4. S'il bouge d'1 millimètre, je serai tétraplégique. S'il bouge de 2 millimètres, je serai mort. Je ne veux pas d'un homme qui rédige des rapports. Je veux un mécanicien. Je veux la personne que cet hôpital appelle quand le président se fait tirer dessus. Je veux votre as. Sterling soupira, vaincu. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant les rues de Georgetown glissantes sous la pluie. Nous avons une autre option, la chef du service des traumatismes. Mais elle n'est pas orthodoxe. Elle prend rarement des cas facultatifs. Elle s'occupe des accidents, général. Coups de feu, carambolage, catastrophes. C'est un fantôme dans l'aile VIP. Son nom? Aboya Silas. Le Dr. Hart, répondit Sterling calmement. Evelyn Hart. Silas ne réagit pas à ce nom. Il semblait générique, doux. Est-elle la meilleure? Sterling se retourna, l'air sérieux. Elle n'est pas seulement la meilleure généraliste. C'est une légende. Les résidents l'appellent la Valkyrie. Elle opère plus vite que quiconque. Mais je dois vous avertir, elle n'a aucun respect pour les grades. La semaine dernière, elle a expulsé un membre du Congrès de son bloc opératoire parce qu'il n'arrêtait pas de poser des questions. Cela sourit. C'était la première fois qu'il semblait amusé depuis des mois. Tant mieux. Je n'ai pas besoin de respect. J'ai besoin de main sûre. Allez la chercher. Elle est en train d'opérer. Sterling regarda sa montre. Un triple pontage sur une victime d'accident de voiture. Elle est debout depuis 14 heures. Elle sera alors bien échauffée. Silas boutonna sa veste. Dites-lui que le général Graves vient de la voir. Dites-lui que ce n'est pas une demande. C'est une question de sécurité nationale. Alors que Sterling se précipitait hors de la pièce pour passer l'appel, Silas se dirigea vers le miroir. Il baissa le col de sa chemise, révélant la cicatrice rouge et plissée qui remontait le long de son trapèze. Il la toucha délicatement. Il avait menti à Sterling. Il ne voulait pas seulement le meilleur. Il avait peur. Pour la première fois depuis l'embuscade dans la vallée de Koringal, Silas Graves était terrifié. Il n'avait pas peur de mourir. Il avait peur de finir dans un fauteuil impuissant. Il avait besoin d'un sauveur. Il ne savait pas que le sauveur que Sterling appelait était le fantôme qu'il avait passé 15 ans à essayer d'oublier dans l'alcool.
L'aile chirurgicale de St. Matthews était un monde à part, bien différent des bureaux administratifs cossus. Elle sentait l'antiseptique et l'adrénaline. Le Dr. Evelyn Hart retira ses gants ensanglantés et les jeta dans la poubelle pour déchets biologiques. Elle fit rouler sa nuque, entendant un craquement satisfaisant. Elle avait 42 ans, mais ses yeux paraissaient plus vieux. Ils étaient d'un éclat saisissant sur sa peau pâle et fatiguée, et entourée de fines rides causées par 2 décennies passées à plisser les yeux sous la lumière crue des lampes chirurgicales. « Beau travail sur l'hémorragie, Dr. Hart », dit un jeune résident, le Dr. Levi, en la regardant avec une admiration sans borne. « Je n'ai jamais vu personne suturer une aorte descendante aussi rapidement. » Evelyn ne sourit pas. Elle se contenta d'acquiescer en détachant son masque. Ses cheveux blonds étaient cachés sous un bonnet chirurgical bleu marine orné de petits requins. C'était la seule plaisanterie qu'elle s'autorisait au travail. Il n'est pas encore tiré d'affaire, la vie. Surveillez ses constantes. Si sa pression descend en dessous de 90, prévenez-moi. N'envoyez pas de SMS. Prévenez-moi. Oui, madame. Elle poussa les portes battantes, impatiente de profiter de 10 minutes de silence et d'un café rassis dans la salle de pause. Mais avant qu'elle n'atteigne le sanctuaire du salon, le Dr. Sterling l'intercepta. Il avait le visage rouge. « Evelyn, dit-il essoufflé. « Arthur, continua-t-elle à marcher, si c'est à propos de la réunion sur le budget, je n'irai pas. J'ai un patient en soins intensifs qui a besoin d'être surveillé. Ce n'est pas le budget. C'est un patient. Un VIP. » Evelyn s'arrêta et se retourna, le regard durci. « Je ne m'occupe pas des VIP, Arthur. Tu sais que je soigne les gens brisés, pas les égaux. Confie-le à Bannister. Il adore les sénateurs. Bannister n'est pas disponible. » Sterling baissa la voix. Le patient l'a spécifiquement rejeté. Il a exigé que ce soit toi. Ou plutôt, il a exigé le meilleur. Et c'est toi. Evelyn ricana. La flatterie ne marchera pas. Qui est-ce? Une star hollywoodienne, un magnat de la technologie. Un militaire, dit Sterling. Le général Silas Graves, 4 étoiles, commandant de Joe Cock. Le monde bascula. Evelyn resta immobile. Le bruit du couloir, les bips des moniteurs, le crissement des chaussures en caoutchouc sur le linoléum semblait s'estomper, laissant place à un bruit de vent dans ses oreilles, comme celui qui souffle dans un canyon désertique. Silas, elle n'avait pas entendu ce nom prononcé à voix haute depuis des années. Elle le murmurait dans ses cauchemars, mais jamais à la lumière du jour. « Wow, Evelyn !» Sterling s'approcha, inquiet. « Tu es devenue toute pâle. Tu le connais ?» Evelyn cligna des yeux, forçant ses souvenirs à s'effacer. Elle était chirurgienne maintenant, plus une infirmière effrayée de 24 ans, dans une tente médicale poussiéreuse, couverte de sang et de sel. Elle était le Dr. Hart. Non, elle mentait. Sa voix était calme, ne trahissant rien. Je ne le connais pas. Quel est le problème? Éclat d'obus au niveau des vertèbres C4, C5, proximité instable. Il est en pré-op 4. Envoyez-moi ces scans, dit Evelyn en se retournant vers la salle de préparation. Et Arthur, dites au général de préparer une rachianesthésie. Je ne veux pas qu'il soit conscient. Il a refusé la sédation pour la préparation. Il veut d'abord rencontrer le chirurgien. Bien sûr, marmonna Evelyn. 20 minutes plus tard, Evelyn se tenait devant la porte de la salle pré-op 4. Elle avait regardé les scans. Le métal était déchiqueté. Horrible. C'était un miracle qu'il puisse marcher. C'était un miracle encore plus grand qu'il soit en vie. Mais après tout, Silas Graves avait toujours été trop têtu pour mourir. Elle prit une profonde inspiration, la main posée sur la poignée de la porte. Elle portait une blouse propre, le visage couvert d'un masque, les cheveux complètement cachés par son bonnet. Seuls ses yeux étaient invisibles. « Il ne me reconnaîtra pas », se dit-elle. « J'étais une enfant à l'époque. Je suis une personne différente maintenant. » Elle poussa la porte. La pièce était sombre. Le général Silas Graves était assis sur le bord du lit, torse nu, dos à la porte. Son dos était une carte de la violence, couvert de cicatrices de balles, de brûlures et de couteaux. Mais son regard se posa instantanément sur le tatouage sur son omoplate droite. Un faucon noir tenant un éclair. « General Graves, dit-elle d'une voix professionnellement grave. Je suis le Dr. Hart. » Silas ne se retourna pas immédiatement. Il finit de boutonner sa chemise en grimaçant légèrement. « Dr. Hart, Sterling m'a dit que vous étiez la seule personne dans cette ville capable de faire une incision droite. » Il se retourna. L'air se raréfia dans la pièce.
Silas avait vieilli. Ses tempes étaient grisonnantes et une profonde cicatrice irrégulière barrait sa joue, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Mais ses yeux gris, froids, intelligents et perçants, étaient exactement les mêmes. Il la regarda. Il vit une docteure en blouse bleue. Il vit le masque. Il vit l'attitude professionnelle. J'ai examiné vos scanners, général, dit Evelyn en se dirigeant vers le tableau lumineux, gardant ses distances. Elle devait rester clinique. Si elle le regardait trop longtemps, elle craquerait. Le fragment est instable. Nous devons intervenir par voie postérieure. C'est très risqué. Je connais les risques, dit Silas en la regardant. Il fronça légèrement les sourcils. Il y avait quelque chose dans sa voix. Cela lui titillait l'esprit. Docteur, retirez votre masque. Evelyn se figea. C'est contraire au protocole dans une zone de préparation stérile, général. Nous ne sommes pas encore en salle d'opération. Silas se leva. Il dominait la pièce. Il fit un pas vers elle. J'aime voir le visage de la personne qui tient un couteau sur ma colonne vertébrale. Enlevez-le. Evelyn serra le dossier dans sa main. Elle pouvait refuser. Elle pouvait partir. Mais elle était chef du service des urgences. Elle ne fuyait pas. Lentement, elle leva les mains. Elle défit le cordon supérieur, puis le cordon inférieur. Le masque tomba. Silas s'arrêta net. Il fixa son visage. Il regarda la petite cicatrice sur son menton, une cicatrice qu'elle avait eue lorsqu'un mât de tente s'était effondré pendant une attaque au mortier dans le district de Punj. Il regarda ses yeux verts. Le général pâlit, l'air plus terrifié qu'il ne l'avait jamais été sur un champ de bataille. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il recula d'un pas et heurta la barrière du lit. « Éveille », murmura-t-il. Le mot sortit comme une prière étranglée. « Éveille, tu es morte. » Evelyn ne broncha pas. Elle le fixa en retour, les yeux brûlants de 15 ans de colère non résolue et de chagrin caché. « Bonjour, capitaine, dit-elle, utilisant son ancien grade. Vous êtes en retard pour votre examen médical. » Silas tendit une main tremblante, comme pour toucher un fantôme. « J'ai vu l'hélicoptère s'écraser. Je l'ai vu brûler. Il n'y avait aucun survivant. J'ai écrit la lettre à tes parents. »« Tu as écrit une lettre? » Evelyn rit, d'un rire sec et sans humour. « C'est drôle, Silas, parce que pendant que tu écrivais des lettres, je rampais sur 5 kilomètres à travers un territoire hostile avec une jambe cassée, attendant une équipe de secours qui n'est jamais venue. Le silence dans la pièce était si pesant qu'il aurait pu briser des os. « Je ne savais pas, dit Silas, la voix brisée. Le général de fer avait disparu. Evie, je te jure devant Dieu que je ne savais pas, peu importe ce que tu savais. » Evelyn se retourna vers la table lumineuse et remit la radiographie en place avec un bruit sec. « Ce qui importe, c'est ce morceau de métal dans votre cou. Et pour l'instant, je suis la seule personne sur Terre qui puisse l'enlever sans vous tuer. Alors, général, voulez-vous parler du passé? Ou voulez-vous vivre pour voir demain? » Silas la fixa, la poitrine haletante. La femme qu'il avait aimée. La femme dont le souvenir avait hanté chaque verre qu'il avait bu pendant une quinzaine d'années, se tenait là, tenant sa vie entre ses mains. « Sauvez-moi » murmura-t-il à nouveau. Evelyn appuya sur le bouton de l'interphone fixé au mur. « Pré-op à O1, nous arrivons. Préparez le général. » Elle le regarda, les yeux froids comme la glace. « Montez sur le brancard, Silas, et ne me parlez pas. Une fois que nous aurons franchi ce seuil, vous ne serez plus général. Tu n'es qu'un corps et je suis le chirurgien. » La salle d'opération était une cathédrale baignée d'une lumière bleue froide. Le bourdonnement du système de ventilation et le bip-bip-bip rythmique du moniteur cardiaque étaient les seuls sons autorisés. Le général Silas Graves était allongé face contre terre sur la table d'opération, la tête maintenue par un serre-tête Mayfield, le corps recouvert de draps bleus stériles. La seule partie visible de son corps était un carré de peau de 15 cm à la base de son cou, peinte en orange avec de l'iode. Le Dr. Evelyn Hart se tenait au-dessus de lui, les mains gantées et levées. Elle prit une inspiration, laissant le calme familier de la chirurgie l'envahir. C'était son domaine. Ici, elle n'était pas la jeune fille au cœur brisé abandonnée dans le désert. Elle était une déesse de la physiologie. « Le scalpel », dit-elle. Le Dr. Lay plaça l'instrument dans sa main. Heure de l'incision. « 14 à 02 », annonça Anne. Elle appuya la lame sur la peau. Une fine ligne rouge apparut. Cartilage bipolaire. L'odeur de la chair carbonisée se répandit.
une odeur qui n'avait généralement aucune signification pour elle. La main d'Evelyn hésita pendant une fraction de seconde. L'odeur déclencha un violent flashback sensoriel. Kandahar, 2009. L'odeur était celle du caoutchouc brûlé et du sang cuivré. Le Black Hawk était couché sur le côté, les pales du rotor tordues comme des bretzels. Evelyn traînait un caporal nommé Miller hors de l'épave. Sa jambe était cassée, le tibia s'était brisé sous le poids, mais l'adrénaline agissait comme un narcotique. Elle ne ressentait pas encore la douleur. Elle avait crié dans sa radio « Dust-off, nous avons besoin d'un dust-off, coordonnées 44 alpha. » Des parasites, rien que des parasites. Elle avait levé les yeux vers la ligne de crête, où elle avait vu l'hélicoptère de l'équipe d'extraction tourner en rond. Elle l'avait vu s'éloigner. Il partait. Les combattants talibans se rapprochaient, les flashs de leurs canons étincelant dans le crépuscule. Silus était dans cet hélicoptère d'extraction. Elle le savait. Il était le commandant et il s'envolait. Dr. Hart. La voix de Levi interrompit ses souvenirs. « Vous êtes en vol stationnaire. » Evelyn cligna des yeux. Elle était de retour dans la salle d'opération. « Retractez-nous, dit-elle d'un ton plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. Allons plus en profondeur. Je veux une vue dégagée sur la lame. » Elle travaillait avec une précision mécanique, disséquant les couches musculaires loin de la colonne vertébrale, mais la colère bouillonnait en elle, brûlante et toxique. Chaque couche qu'elle coupait lui donnait l'impression de peler les années de silence. « Pourquoi m'as-tu quitté ?» pensa-t-elle en fixant l'os exposé de l'homme qui avait promis de l'épouser. « J'ai attendu 3 jours dans cette grotte. J'ai bu de l'eau boueuse. J'ai tué un homme avec une pierre pour l'empêcher de trouver Miller. Et toi? Tu es rentré chez toi pour obtenir une promotion. »« Microscope, » ordonna-t-elle. L'infirmière installa l'énorme microscope chirurgical. Evelyn regarda à travers les oculaires. Le champ opératoire était agrandi 40 fois. Il était là, le corps étranger. Ce n'était pas seulement un morceau de métal dentelé. Il était logé dangereusement près de l'artère vertébrale. Un seul faux mouvement et Silas aurait une attaque sur la table d'opération. « Il adhère à la dure mer », murmura Evelyn, concentrant son attention sur un forêt diamanté de la taille d'une tête d'épingle. Pendant les 2 heures qui suivirent, la salle resta silencieuse. Evelyn travaillait avec la grâce d'une pianiste de concert. Elle perça l'os recouvrant la moelle épinière, créant ainsi une fenêtre. Elle détacha délicatement le tissu cicatriciel du métal. C'était un travail intime. Elle touchait le cœur même de son système nerveux. Elle tenait sa vie, sa capacité à marcher, sa capacité à respirer entre les pointes de sa pince. Il aurait été si facile de commettre une erreur, une complication. Personne ne l'aurait remise en question. L'opération était très risquée. Mais Evelyn Hart était une infirmière héroïque. Elle ne tuait pas. Elle réparait. « Je suis à l'interface, dit-elle, le front perlé de sueur malgré l'air frais. Lévi, aspire. Ne touche pas au cordon. » Elle saisit le fragment de métal avec l'hypophyse déformée. Elle le secoua doucement. Il bougea. « Il sort, » murmura-t-elle. Avec un bruit humide, le métal glissa librement. Evelyn expira longuement, tremblante. Vérifie les potentiels évoqués moteurs. Les signaux sont forts. Le neurologue qui surveillait les nerfs fit son rapport. Aucun changement. Il va bien. Evelyn laissa tomber le morceau de métal dans un plat réniforme en métal. Cling. Elle le regarda. Sous les lumières vives, l'éclat semblait étrange. Habituellement, les fragments de bombes sont des morceaux de fer rouillés et irréguliers. Ce morceau était un alliage de titane brillant, et un numéro de série partiel était gravé sur le côté. QLT. Evelyn fronça les sourcils. Ce n'était pas un éclat ennemi. C'était du titane aérospatial américain de haute qualité. « Dr. Levy. »« Fermez, » dit Evelyn en s'éloignant de la table. Elle retira ses gants, les mains tremblantes maintenant que l'adrénaline s'estompait. « Je veux que ce corps étranger soit envoyé à la pathologie. Mais je veux qu'il soit marqué pour que je puisse le récupérer personnellement. Ne le jetez pas. » « Oui, docteur. » Evelyn sortit de la salle d'opération en arrachant son masque. Elle haletait. Elle l'avait sauvé. Le général allait marcher. Le général allait vivre. Maintenant, elle allait lui faire rendre des comptes pour les 15 dernières années. La salle de réveil, Pacu, était faiblement éclairée, contrastant fortement avec la luminosité aveuglante de la salle d'opération. Le général Silas Graves sortait lentement de la profonde anesthésie.
Sa première sensation fut l'absence de bruit. La douleur lancinante dans son cou avait disparu, remplacée par une douleur sourde et lancinante, et le brouillard épais des analgésiques. Il cligna des yeux, ses cils battants. « De l'eau, murmura-t-il. Une paille fut guidée vers ses lèvres. Il but goulûment. « Doucement, général, vous allez vous rendre malade. » La voix était rauque, fatiguée et familière. Silas ouvrit les yeux avec effort. Sa vision flotta, puis se focalisa. Evelyn était assise sur une chaise à côté de son lit. Elle ne portait plus de blouse. Elle était vêtue d'une robe blanche, les bras croisés, et le regardait avec une expression impossible à déchiffrer. Ce n'était pas exactement de la haine, c'était quelque chose de plus froid. Un jugement. « Evie, murmura-t-il. Il essaya de s'asseoir, mais une main ferme repoussa son épaule. « Ne bougez pas, ordonna-t-elle. Tu as un drain dans le cou et 20 agrafes qui maintiennent ta peau. Tu restes allongé. » Silas se recoucha, fixant les dalles du plafond. « Tu l'as fait. »« Oui, dit-elle. J'ai retiré un fragment de titane de 4 mm de ton espace laminaire C4. Tu as de la chance. Une semaine de plus et cela aurait sectionné la racine nerveuse. »« Merci, je ne l'ai pas faite pour toi, dit Evelyn d'un ton sec. J'ai prêté serment. Ne pas nuire. » Même si le patient est un lâche, Silas tressaillit. Ce mot le frappa plus durement qu'une balle. Lâche. Comment appeler autrement un homme qui abandonne son équipe? Evelyn se leva et fit les 100 pas dans le petit espace délimité par les rideaux. « J'ai vu ton hélicoptère, Silas. Je t'ai vu virer vers l'ouest. Nous étions au sud. Tu t'es envolé. J'ai reçu l'ordre d'abandonner. » La voix de Silas était rauque et faible. « Nous avons essuyé des tirs de RPG. Le pilote Miller. Non, pas Miller. Jenkins. Il a reçu une balle à travers la verrière. Nous perdions de la pression hydraulique. Le commandement a ordonné un retour immédiat à la base. « Et tu as simplement obéi ?» a demandé Arne. Le Silas que je connaissais n'obéissait pas aux ordres quand ses hommes étaient au sol. « Je me suis battu avec le pilote pour le manche, dit Silas, les yeux humides. J'ai essayé de faire demi-tour. Nous nous sommes écrasés à 5 kilomètres de là. Je me suis cassé le dos, Evie. C'est de là que venait le shrapnel. Il ne provenait pas d'une grenade soviétique. Il provenait de notre propre crash. » Evelyn cessa de faire les 100 pas. Elle le regarda. Elle le regarda vraiment. « Vous vous êtes écrasé. Nous avons fait un atterrissage brutal. Je suis resté dans le coma pendant 2 semaines en Allemagne. Quand je me suis réveillé, le colonel Vance, qui était l'officier chargé du débriefing, m'a dit que le drone Predator avait détecté des signatures thermiques sur le site du crash où tu te trouvais. Il a dit qu'il n'y avait aucun survivant. Il a dit que les signatures thermiques s'étaient refroidies. » Silas tendit la main, tremblante, à la recherche de la sienne. Elle ne la prit pas, mais elle ne la repoussa pas non plus. « J'ai passé 6 mois à me battre contre la commission d'enquête. » Silas a continué, la voix brisée. « J'ai essayé d'obtenir l'autorisation d'envoyer une équipe de recherche pour récupérer des corps. Ils ont refusé. Ils ont dit que la zone était trop dangereuse. Ils m'ont dit que tu avais été vaporisé, Evie. Je t'ai pleuré chaque jour pendant 15 ans. Je ne me suis jamais marié. Je n'ai jamais eu d'enfant, car ils n'auraient pas été toi. » Evelyn sentit le mur autour de son cœur se fissurer. Son histoire collait. L'accident expliquait sa blessure au dos. Il expliquait pourquoi il n'était jamais venu. Mais quelque chose clochait. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un petit sac en plastique pour échantillon. À l'intérieur se trouvait le morceau de métal brillant qu'elle avait retiré de son cou. « Tu as dit que tu t'étais écrasé à 5 kilomètres de là ?» demanda-t-elle. « Oui. Et on t'a dit que nous avions tous été tués par des tirs ennemis. »« Oui. Un RPG a touché le réservoir de carburant. C'était le rapport officiel. » Evelyn leva le sac à la lumière. « Silas, regarde ça. Ça sortait de ton cou. » Silas plissa les yeux pour regarder le métal. « C'est du titane, dit Evelyn. Ça vient du fuselage d'un Black Hawk. Mais regarde le bord. Il n'est pas irrégulier à cause d'un impact. Il est fondu, fusionné. » « Alors, Evelyn baissa la voix jusqu'à murmurer, jetant un coup d'œil vers le poste des infirmières derrière le rideau. Le titane a un point de fusion supérieur à 3000 degrés. Le kérosène brûle à 1500 degrés. Un crash normal ne fait pas fondre le titane comme ça. Une seule chose peut le faire. Silas la fixa du regard, le brouillard des médicaments se dissipant instantanément, tandis que le soldat en lui prenait le dessus. Du thermite, exactement. Evelyn dit d'un ton sinistre.
Et le numéro de série de cette pièce correspond au lot utilisé pour la modification furtive du prototype, une technologie classifiée. Elle se pencha près de son visage. « Silus, ton hélicoptère ne s'est pas écrasé à cause d'une défaillance hydraulique et mon équipe n'a pas été tuée par un RPG. Quelqu'un a utilisé une charge thermique pour te faire tomber et quelqu'un s'est assuré que personne ne vienne me chercher parce qu'il ne voulait pas de témoins. » Le visage de Silus se durcit comme de la pierre. La douleur dans ses yeux fit place à une fureur froide et meurtrière. « Vance, grogna-t-il. Colonel Vance a rédigé le rapport. »« Qui est-ce Vance maintenant? » demanda Evelyn. « Il n'est plus colonel, répondit Silus d'un ton sombre. Il est secrétaire à la défense. » Soudain, ces retrouvailles ne concernaient plus seulement un amour perdu. Il s'agissait désormais de survie. Evelyn venait de retirer du cou du général la preuve d'une tentative d'assassinat vieille de 15 ans. Et si les mauvaises personnes découvraient que le général Graves était vivant et que le docteur Hart, le témoin, se tenait juste à côté de lui, l'hôpital ne serait plus sûr très longtemps. « Nous avons un problème, » dit Silas en essayant de se redresser. Cette fois, Evelyn l'a aidé. « Tu crois? » dit-elle. À ce moment-là, le rideau s'écarta. Le docteur Sterling se tenait là, souriant nerveusement. Derrière lui se trouvaient deux hommes en costume sombre équipés d'oreillettes. Ils ne ressemblaient pas à des agents de sécurité de l'hôpital. « Général, » dit Sterling d'une voix légèrement tremblante, « ces messieurs viennent du Pentagone. Ils sont ici pour vous transférer immédiatement à Walter Reed. Ils disent que c'est de la procédure standard. » Silas regarda Evelyn. Evelyn regarda les hommes. L'un d'eux fixait le sac en plastique qu'elle tenait à la main. « Je ne vais nulle part, » dit Silas, retrouvant son ton autoritaire habituel. « J'en ai bien peur, » dit l'homme le plus grand en s'avançant, la main glissant vers la poche de sa veste. « Ce n'est pas une demande, général, et nous allons emporter tous les déchets chirurgicaux pour les éliminer de manière confidentielle, y compris ce que le docteur tient dans sa main. » Evelyn serra le sac plus fort. La guerre n'était pas terminée à Kandahar. Elle venait simplement de se déplacer à Washington. L'atmosphère dans la salle de réveil était tendue. Le grand homme en costume, l'agent Conson Cade, d'après le badge qu'il n'avait pas pris la peine d'afficher, fixait la main d'Evelyn. Plus précisément, le sac en plastique contenant le fragment de titane tordu. « Donnez-moi le sac, Dr. Hart, » dit Conson Cade d'une voix douce et dénuée d'humanité. « Et nous oublierons que vous avez manipulé des documents classifiés. » Silas essaya de balancer ses jambes hors du lit, mais une vague de vertige le repoussa contre les oreillers. Il avait l'impression que son cou était en feu. Il était impuissant. L'homme le plus dangereux de l'armée américaine était actuellement incapable de lever la tête sans aide. « Evelyn, » articula Silas, « ne lui donnez pas. »« Taisez-vous, général, » lança le deuxième agent en s'approchant du lit. Il plongea la main dans sa veste et le reflet métallique d'un pistolet à silencieux fut visible pendant une fraction de seconde. Le docteur Sterling, l'administrateur, semblait sur le point de s'évanouir. « Messieurs, je vous en prie, nous sommes dans un hôpital. Vous ne pouvez pas apporter d'armes ici. »« Tais-toi, Arthur, » dit Conson Cade sans le regarder. Il fit un pas vers Evelyn. « Dernière chance, docteur. » Evelyn regarda le fragment dans sa main, puis elle regarda Silas. Elle vit le désespoir dans ses yeux. Pas pour lui, mais pour elle. Si elle abandonnait la preuve, ils étaient tous les deux morts. Si elle ne le faisait pas, ils étaient probablement morts de toute façon, à moins qu'elle ne fasse ce qu'elle savait faire de mieux, agir rapidement en situation de crise. Sa main se posa sur le chariot d'urgence à côté du lit, ses doigts se refermèrent sur une seringue pré-remplie de succinylcholine, un puissant paralysant utilisé pour l'intubation. « D'accord, » dit Evelyn, la voix tremblante. « D'accord, prenez-le. Je ne veux pas d'ennui. » Elle tendit le sac de la main gauche. Conson Cade sourit. « Elle est maligne. » Il tendit la main pour le prendre. Au moment où ses doigts touchèrent le plastique, Evelyn bondit. Elle ne recula pas. Elle s'avança vers lui. De la main droite, elle enfonça l'aiguille dans le cou de Cade et appuya sur le piston. Les yeux de Cade s'écarquillèrent. Il essaya de parler, mais le médicament fit effet en quelques secondes. Son diaphragme se figea. Ses genoux fléchirent. Il s'effondra silencieusement sur le linoléum, haletant pour reprendre son souffle, en vain. « Qu'est-ce que... » Le deuxième agent se retourna brusquement et sortit son arme. « Code bleu !» Evelyn hurla et appuya de toutes ses forces sur le bouton d'alarme d'urgence fixé au mur. « Code bleu. Paculi 4. » Instantanément, l'hôpital s'agita.
Les sirènes retentirent. Des lumières bleues clignotaient. Les portes de la salle de réveil s'ouvrirent brusquement et une équipe de 6 infirmières et médecins résidents se précipita à l'intérieur avec un chariot d'urgence qui bloquait la vue du deuxième agent. Il fait un arrêt cardiaque, cria Evelyn en montrant Cunningham allongé sur le sol. Commencez à le ventiler, que quelqu'un lui ouvre les voies respiratoires. L'équipe médicale se précipita vers l'agent Laterre, pensant qu'il s'agissait d'un patient. Le deuxième agent fut repoussé par un infirmier costaud. « Reculez, monsieur. Faites-nous de la place. Bougez. » Evelyn murmura à Silas. Elle déverrouilla les roues de son brancard. Pendant que le deuxième agent se frayait un chemin à travers le mur du personnel médical, essayant de sauver son partenaire, Evelyn poussa le brancard en arrière à travers les portes battantes et dans le couloir de service. « Accrochez-vous, grogna-t-elle en mettant tout son poids dans la course. « Vous l'avez paralysé, haleta Silas, un sourire douloureux se dessinant sur son visage alors que les dalles du plafond défilaient au-dessus de lui. « Tu es dangereux, je l'ai intubé, corrigea Evelyn en tournant brusquement à gauche vers les ascenseurs de service. « Il survivra, mais il ne nous poursuivra pas avant 20 minutes. » Elle appuya sur le bouton « Descendre ». Les portes s'ouvrirent dans un grincement. Elle poussa le brancard à l'intérieur et appuya sur le bouton pour le sous-sol, la morgue et la buanderie. « Où allons-nous » demanda Silas, sa main se posant instinctivement sur son cou pour protéger l'incision. « Ma voiture est dans le parking des médecins, mais ils surveilleront les sorties, dit Evelyn, l'esprit en ébullition. Nous prendrons le camion de blanchisserie. Il part à 16 heures. C'est dans 4 minutes. » L'ascenseur sonna. Le sous-sol sentait l'eau de Javel et de le cuir. Evelyn attrapa une pile de draps sales dans un chariot et les jeta sur Silas, lui couvrant le visage et le corps. « Ne bouge pas, siffla-t-elle. Tu n'es qu'un tas de draps. » Elle poussa le brancard jusqu'au quai de chargement. L'énorme camion de blanchisserie tournait au ralenti. Le chauffeur, un homme nommé Stan qu'elle connaissait depuis 10 ans, vérifiait son bloc-notes. « Salut, Stan !» lança Evelyn, essayant de paraître décontractée malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Le service d'entretien a besoin que ce chariot soit envoyé pour un nettoyage en profondeur. Protocole infectieux. Tu peux le mettre à l'arrière? » Stan regarda la masse sous les draps. « C'est lourd, Doc. Très lourd. Mets juste tout le brancard dedans. Je signerai pour ça. » Stan haussa les épaules. Il abaissa le haillon élévateur. Evelyn poussa Silas sur la plateforme métallique. Lorsque le haillon se releva, elle sauta à côté de lui. « Je dois vérifier l'inventaire à l'arrière. » Elle dit. « Je vais vous accompagner jusqu'au dépôt. »« C'est contraire au règlement, Doc, » dit Stan en montant dans la cabine. « Je vais vous prescrire un médicament pour ces douleurs dorsales dont vous vous plaignez, » répliqua Evil. Stan sourit. « Monte. » Le moteur rugit. Le camion démarra en trombe. Evelyn retira le drap qui recouvrait le visage de Silas. Il était pâle, transpirait abondamment, mais il était vivant. « On est sorti, » murmura-t-elle en s'effondrant sur le plancher métallique du camion à côté de lui. « On est vraiment sorti. » Silas la regarda. Dans la faible lumière de la soute, au milieu des sacs de blouse d'hôpital sale, il tendit la main et prit de la sienne. Cette fois, elle la serra en retour. Le trajet dura 1 heure. Evelyn demanda à Stan de les déposer à un centre de distribution secondaire où elle vola une camionnette de livraison. Ce n'était pas son moment de gloire, mais la sécurité nationale passait avant le vol de voiture. Ils roulèrent vers le nord, hors de la ville, regardant la silhouette de Washington s'estomper dans le rétroviseur. Silas la guida vers un endroit qu'il n'avait pas visité depuis des années. Une cabane de chasse dans la vallée de Shenandoah appartenant à un ancien sergent-major décédé 2 ans auparavant. Elle était isolée. Pas d'Internet, pas de compteurs intelligents, aucun moyen d'être localisé. Lorsqu'ils arrivèrent, la nuit était tombée. La cabane était froide et sentait le pince et la poussière. Evelyn aida Silas à entrer. Il était à peine conscient, son corps luttant contre le traumatisme de l'opération et le stress de la fuite. Elle alluma un feu dans le poêle à bois et l'aida à s'installer sur un canapé en cuir poussiéreux. « Je dois vérifier ton pansement, » dit-elle d'une voix douce. Elle alluma une lanterne à pile. Elle retira le bandage qui recouvrait son cou. L'incision était rouge et irritée, mais les pointes de suture tenaient bien. Elle la nettoya avec une bouteille de vodka trouvée dans le placard et des compresses propres provenant de la trousse de premier secours qu'elle gardait dans son sac. « Ça fait mal, » murmura Silas en grimaçant. « C'est normal, » répondit Evelyn. « On t'a percé la colonne vertébrale il y a 6 heures. » Elle s'assit sur ses talons et le regarda.
La lumière du feu dansait sur son visage balafré. Le silence de la forêt était pesant autour d'eux. « Parle-moi, Silas, dit-elle. Pourquoi le secrétaire à la Défense veut-il ta mort? Pourquoi a-t-il essayé de te tuer il y a 15 ans? » Silas fixait le feu. Il but une longue gorgée de vodka. « Ça n'a jamais eu rien à voir avec les talibans, » commença-t-il d'une voix rauque. « En 2009, mon unité et moi sommes tombés sur quelque chose dans le Cornell. Nous pensions traquer une cible de grande importance. Au lieu de cela, nous avons découvert une réunion. Une réunion entre un seigneur de guerre local et un agent de la CIA. Ils ne se battaient pas. Ils faisaient du commerce, de l'héroïne contre des missiles Stinger, des missiles américains. Evelyn eut le souffle coupé. Ils créèrent leur propre ennemi pour continuer à financer la guerre. En plus grand. Silas secoua la tête. Ils utilisaient le chaos pour faire sortir clandestinement des minéraux rares des montagnes. Du lithium. D'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Vance était l'agent de la CIA à l'époque. Il dirigeait toute l'opération en secret. Le projet Blackbird. Silas regarda Evelyn, les yeux pleins de regret. Je l'ai signalé par radio. Je pensais appeler le commandement. Je ne savais pas que Vance écoutait. Il a ordonné l'extraction immédiate. Il voulait que je sois dans cet hélicoptère pour pouvoir le faire exploser en plein vol et accuser les insurgés. Il voulait éliminer toute l'unité. Moi, Jenkins et toi. Evelyn ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de la cabine. Donc, mon unité, les infirmières, les gardes, nous n'étions que des dommages collatéraux pour couvrir un vol. Oui, murmura Silas. Quand je me suis réveillé en Allemagne, Vance est venu me voir. Il m'a dit que tout le monde était mort. Il m'a menacé. Il a dit que si je parlais de ce que j'avais vu, il retrouverait ma famille. Mais je n'avais plus de famille, à part toi. Et il m'a dit que tu étais parti. Silas se pencha en avant, grimaçant. Je suis resté dans l'armée parce que c'était le seul endroit où je pouvais me cacher. J'ai gravi les échelons, attendant une occasion de le faire tomber. Mais il avait toujours une longueur d'avance. Puis, il y a 3 mois, j'ai trouvé les registres de vol, les registres originaux non modifiés de cette nuit-là. J'allais au Sénat. Et c'est là que les éclats d'obus ont commencé à bouger, réalisa Evelyn. Je pense qu'il m'a empoisonné, dit Silas, ou qu'il a déclenché quelque chose. Je ne sais pas comment, mais il savait que je me rapprochais. Il avait besoin que je meure sur une table d'opération pour que cela ressemble à une mort naturelle, à une complication chirurgicale. Evelyn se leva, les poings serrés. La colère qu'elle avait ressentie pendant 15 ans, la colère d'avoir été abandonnée, transformée en une rage brûlante contre l'homme qui leur avait volé leur vie. Ils s'attendaient à ce que le Dr. Bannister opère. Evelyn dit, Bannister est un arriviste. Vance l'a probablement convaincu. Un petit glissement du scalpel. Et le général Graves est un héros tragique mort de ses blessures. Mais j'ai demandé que ce soit toi. Hélas la regarda, une fierté farouche dans les yeux. Je ne savais pas que c'était toi, Evie. J'ai juste demandé la seule personne qui ne pouvait pas être achetée. La seule personne qui ne pouvait pas être intimidée. Evelyn se dirigea vers la fenêtre et regarda les bois sombres. Nous avons le fragment. Nous avons le numéro de série. Cela prouve le sabotage. Ce n'est pas suffisant. Silas a dit que Vance contrôlait le Pentagone. Il contrôle la presse. Si nous entrons dans un commissariat, nous n'arriverons pas jusqu'au bureau des enregistrements. Alors, que faisons-nous? Demanda Evelyn en se retournant vers lui. Les yeux de Silas étaient lourds, mais l'acier était de retour. Nous n'allons pas voir la police, nous partons en guerre. Tu ne peux même pas marcher droit, fit remarquer Evelyn. Et je suis chirurgienne, pas soldat. Tu es meilleur qu'un soldat, dit Silas. Tu es resté en vie pendant 3 jours en territoire hostile avec une jambe cassée. Tu viens de neutraliser un agent fédéral avec une seringue. Tu es un multiplicateur de force, Evie. Il désigna sa veste posée sur une chaise. Regarde dans la poche intérieure. Evelyn y plongea la main et en sortit un petit téléphone satellite robuste. Qui appelons-nous? Demanda-t-elle. Il reste 3 hommes de mon ancienne unité qui ne sont pas à la solde de Vance. Silas dit qu'ils me prennent pour un fou. Ils pensent que je suis paranoïaque. Mais quand ils entendront ta voix, la voix du fantôme de Kandahar, ils croiront. Evelyn tenait le téléphone. Il lui semblait lourd. Un seul appel, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Elle regarda Silas, l'homme qu'elle avait aimé, perdu et sauvé. « Passe l'appel, dit-elle. Silas prit le téléphone.
Il composa un numéro de mémoire. Il activa le haut-parleur. La sonnerie retentit une fois, deux fois. Puis une voix bourrue répondit. « Cette ligne est morte, Graves. Arrête d'appeler. » « Ce n'est pas Graves, » dit Evelyn d'une voix claire et forte. « Ici le lieutenant Evelyn Hart, 44e brigade médicale, coordonnée 44 Alpha. C'est moi que vous avez laissé derrière vous. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « C'est impossible, » murmura la voix. « Votre cœur est mort, je l'étais, » dit Evelyn, « mais le général vient de me réveiller et nous avons besoin d'une extraction. » L'audience de la commission sénatoriale des forces armées était un théâtre banal. La salle était en acajou et en marbre, remplie du murmure doux du sida et du cliquetis rythmique des appareils photo. Au centre de la longue table était assis le secrétaire à la Défense, Thomas Vance. Il était impeccable, avec un pins représentant le drapeau américain à la boutonnière, les cheveux parfaitement coiffés et une expression grave. Il répondait à des questions sur le budget de la Défense. Mais tout le monde savait que le véritable sujet était la rumeur qui circulait au sujet du général Silas Graves. Monsieur le secrétaire, se pencha le sénateur Halloway vers son micro. Nous avons entendu des informations inquiétantes concernant la disparition du général Graves de l'hôpital St. Matthews. Est-il vrai qu'il a disparu? Vance ajusta ses lunettes et poussa un soupir triste et étudié. Sénateur, c'est avec le cœur lourd que je dois aborder ce sujet. Le général Graves était un patriote, mais il était également en proie à un grave déclin physique et mental. Nous pensons que le général a souffert d'une crise psychotique à la suite d'une opération chirurgicale à haut risque. Il s'est enfui de l'hôpital. Des équipes sont à sa recherche, mais compte tenu de son état, nous nous préparons au pire. La salle bruissait. Vance avait réussi à peindre le tableau. Le héros était devenu fou. Toute accusation portée par Silas serait désormais rejetée comme les divagations d'un invalide atteint de lésions cérébrales. Nous faisons tout notre possible pour le ramener chez lui, poursuivit Vance, la voix chargée d'une émotion feinte. J'ai servi avec Silas. Il était comme un frère pour moi. Bam! Les lourdes portes en chaîne à l'arrière de la salle s'ouvrirent avec une force qui fit vibrer les gonds. La salle devint silencieuse. Le général Silas Graves se tenait dans l'embrasure de la porte. Il s'appuyait lourdement sur une canne et portait un costume civil qui pendait librement sur son corps. Il avait l'air pâle, émacié et souffrant. Mais il était debout et portait sa veste d'uniforme par-dessus un T-shirt blanc. Une violation du protocole qui, d'une certaine manière, le rendait encore plus imposant. 4 hommes l'entouraient, des hommes imposants. Des hommes barbus dont les yeux scrutaient la pièce à la recherche de menaces. C'étaient les survivants de l'unité que Vance pensait avoir éliminée. La brigade fantôme, General Graves. Le sénateur Halloway se leva, stupéfait. « Monsieur le Président, » dit Silas d'une voix grave, mais qui porta jusqu'au fond de la pièce sans micro. « Je m'excuse pour mon retard. J'ai eu des problèmes de circulation en venant de la tombe. » Le visage de Vance prit la couleur du lait caillé. Il agrippa le bord de la table, les jointures blanchies. « Silas, » balbutia-t-il, son micro captant le tremblement de sa voix. « On nous avait dit que vous étiez fou. » Silas boitait dans l'allée centrale, le bruit rythmique de sa canne résonnant dans le silence. « C'est ce qu'on raconte, n'est-ce pas, Thomas? Que les éclats d'obus dans mon cou m'ont fait perdre la tête. Général, vous avez besoin de soins médicaux. » Vance fit signe aux agents de sécurité. « Messieurs, veuillez aider le général. Il ne se sent pas bien. » 2 agents de police de la capitale s'avancèrent, hésitants. « Retirez-vous. » La voix retentit, claire et nette, tranchant la tension comme un scalpel. Derrière le mur formé par les 4 gardes du corps, une femme s'avança. Elle portait une simple robe noire, ses cheveux blonds tirés en arrière en un chignon sévère. Elle tenait un épais dossier médical dans une main et un sac transparent contenant des preuves dans l'autre. Vance la fixa du regard. Il cligna des yeux, se frottant les paupières comme s'il voyait une apparition. « Qui est-ce? » demanda le sénateur Holloway. « Je m'appelle Dr. Evelyn Hart, » dit-elle en se dirigeant vers la table des témoins et en plaçant le sac de preuves directement devant le sénateur. « Je suis chef du service de chirurgie traumatologique à St. Matthew S. Et il y a 15 ans, j'étais le lieutenant Evelyn Hart, infirmière de triage à Grid 44 Alpha dans la vallée de Coronel. » La tribune de presse explosa. Les obturateurs cliquèrent furieusement. Les journalistes se mirent à crier des questions. Silence. Silence. Holloway frappa son marteau. Il regarda Evelyn.
Dr. Hart, vous ne figurez pas sur la liste des témoins. Non, monsieur, répondit Evelyn d'une voix calme. Je suis légalement morte. Le secrétaire Vance a lui-même signé mon certificat de décès en 2009. Elle se tourna vers Vance. Le secrétaire était figé, prisonnier des projecteurs de la télévision. Dites-leur, Thomas, le défia Evelyn. Dites-leur comment vous avez ordonné à l'hélicoptère d'extraction de laisser 30 soldats américains au sol. Dites-leur comment vous avez utilisé une charge de thermite pour abattre le Black Hawk du général afin qu'il n'y ait aucun témoin de votre rencontre avec les seigneurs de guerre. C'est absurde, cria Vance en se levant. Elle ment. C'est une imposteur. Sécurité. Faites-la sortir. Asseyez-vous, monsieur le secrétaire, rugit Holloway. Il regarda le sac contenant les preuves. Qu'est-ce que c'est, docteur? Ce qu'Evelyn désignait dans le sac était un fragment d'alliage de titane que j'avais retiré de la colonne vertébrale du général Graves la veille. Il comportait une partie du numéro de série correspondant au prototype de fuselage furtif utilisé dans le projet Blackbird, et ses bords étaient fusionnés par une chaleur supérieure à 3000 degrés. Elle fit une pause, regardant directement l'objectif de la caméra, sachant que le monde entier la regardait. Le carburant aviation standard brûle à 1500 degrés. Sénateur, ce métal a été fondu par du thermite de qualité militaire. Le général ne s'est pas écrasé. Il a été abattu de l'intérieur. Sayas s'approcha d'elle. Il regarda son vieil ami, son vieil ennemi. C'est fini, Tom. Nous avons les journaux de bord. Nous avons les membres survivants de l'escouade à l'extérieur. Et nous avons le médecin que vous avez laissé mourir dans la boue. Vance regarda autour de lui. Il vit les sénateurs chuchoter. Il vit les journalistes taper furieusement sur leur clavier. Il vit les policiers de la capitale s'éloigner de lui, les mains près de leur ceinture. Son arrogance s'évanouit, laissant place à un petit homme terrifié dans un costume coûteux. Il s'enfonça dans son fauteuil, le visage enfoui dans ses mains. « Je ne faisais que suivre les ordres », murmura Vance. « L'excuse la plus vieille du monde. »« Non », dit Silas en posant une main sur l'épaule d'Evelyn. « Vous ne faites que suivre votre cupidité. » Le sénateur Holloway se pencha vers son micro. « Sergent d'armes, veuillez escorter le secrétaire dans une salle d'attente. Je pense que le FBI aura quelques questions à lui poser. General Graves, Dr. Hart, veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup à discuter. » 3 mois plus tard, le soleil se couchait sur la rivière Toac. L'air était vif, sentant les feuilles d'automne et l'eau. Evelyn était assise sur un banc dans le parc, regardant les crânes ramer sur la rivière. Elle portait un lourd manteau de laine et une écharpe. Pour la première fois en 15 ans, elle ne sentait pas le poids fantôme de la chaleur du désert sur sa peau. Elle entendit le boitement familier s'approcher. Silas s'assit à côté d'elle. Il n'utilisait plus autant sa canne, même s'il se déplaçait encore avec raideur. L'opération avait été un succès et, sans le stress du poison que Vance lui administrait, son corps guérissait. « Ils l'ont inculpé aujourd'hui », dit Silas doucement. « Trahison, complot en vue de commettre un meurtre, détournement de fonds. Il va être condamné à perpétuité. » « Tant mieux, dit Evelyn. Elle ne ressentait pas de triomphe, juste du soulagement. Le fantôme était enfin reposé. « Sterling m'a proposé un poste, dit Silas en regardant l'eau. Responsable de la sécurité du système hospitalier. Il a dit qu'il se sentait plus en sécurité avec moi dans les parages. » Evelyn rit doucement. « Arthur est terrifié par toi. Il pense probablement que tu vas descendre en rappel dans la cage d'ascenseur s'il refuse une demande de budget. » « C'est possible, dit Silas avec un sourire en coin. Il se tourna vers elle. Ses yeux gris étaient désormais chaleureux. La glace avait fondu. « Et toi, Evie, tu restes à St. Matthew? »« Oui. » Evelyn prit une profonde inspiration. « Je ne sais pas. Je fonctionne à l'adrénaline depuis si longtemps. Je sauve les autres parce que je ne peux pas me sauver moi-même. Je pense que je vais prendre un congé sabbatique, aller dans un endroit calme, peut-être enseigner. J'ai une cabane, dit Silas avec une certaine hésitation. À Shenandoah. C'est calme. Le toit fuit un peu et le poil est capricieux, mais la vue est belle. » Evelyn le regarda. Elle vit les rides sur son visage, l'histoire qu'ils partageaient. Ils étaient 2 êtres brisés qui avaient réussi à se reconstituer. « Y a-t-il une cafetière? » demanda-t-elle. « J'en achèterai une, promit Silas. Evelyn sourit, et pour la première fois, ce sourire illumina complètement ses yeux. Elle tendit la main et prit la sienne, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Alors je suppose que je viens avec vous, général. » Silas lui serra la main. « Repos, docteur.
Nous ne sommes plus en service. Ils restèrent assis là, tandis que le soleil plongeait sous l'horizon. Deux soldats qui avaient enfin trouvé le chemin de leur foyer. Et voilà l'incroyable histoire du général Silas Graves et du docteur Evelyn Hart. Des champs de bataille poussiéreux de Kandahar aux salles d'opération à haut risque de DT, ils ont prouvé que les liens les plus forts se forgent dans le feu, et que parfois, la seule façon de guérir l'avenir est d'affronter le passé. Cela nous rappelle que les vrais héros ne portent pas de cape. Ils portent des blouses, des plaques d'identité et les cicatrices de leur survie. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer et nous permet de savoir que vous voulez plus de drames militaires comme celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le général Graves aurait dû pardonner à Vance ou s'il a eu exactement ce qu'il méritait. Je lirai vos réponses ci-dessous. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.